avec ma famille. Seulement. On m'a privé le droit d'effectuer mes mouvements en tant que Congolais libre d'aller et de revenir. On m'a privé le droit d'aller au travail. On m'a enfermé dans un endroit. Cela est une torture morale. Maintenant, on nous dit qu'à l'ANR, il n'y avait pas de service. Il n'y avait pas de service, je dirais, humanisé. C'est lui qui dit, affirme qu'il a fait 18 mois à l'ANR. Entre nous, qui est cet homme en os et en chair qui peut résister pendant 18 mois dans un cachot s'il ne mange pas? Oui, mais alors, s'il mange, il mange, oui. Il mange la nourriture de quoi? qui? Non, commençons d'abord par la nourriture de qui? De son père? Non, c'est l'État, justement. Ah ben, si c'est la nourriture de l'État, alors disons que l'État qui vous donne la nourriture n'est pas un État animal, c'est un État humain. Pourquoi il vous donne la nourriture? Mais c'est quelle nourriture? Enfin, commençons d'abord par là. Pourquoi il vous donne cette nourriture? Après, vous voulez savoir il s'agit de quelle nourriture? Oui, justement. Mais s'il s'agit de quelle nourriture, posez-vous la question. Combien sont sortis de l'ANR dans des états de santé extrêmement déplorables? Celui-là qui profère ce genre de faux témoignages, quel a été son état de santé après avoir été relâché par le service des renseignements? On ne veut pas que les gens disent la vérité. À l'ANR, il y a un petit département médical qui existe. Un médecin arrive chaque 8 heures et il part chaque 17 heures. Ah bon? Ce n'est qu'une vérité connue de tous. Si vous ne le savez pas, les services d'ailleurs veillent à l'état de santé de tout le détenu. Parce que si un détenu tombe malade ou si un détenu succombe dans une cellule, la responsabilité reviendra à l'ANR. Encore que l'ANR, c'est un service des renseignements. C'est-à-dire, lorsqu'on vous retient, c'est parce que le service a encore besoin des renseignements. Et lorsque le service perd un détenu, ça veut dire que le service perd un renseignement, c'est un manque à gagner. D'où on a plus besoin de retenir les gens en bonne santé pour permettre au service de procéder à ces enquêtes, à ces investigations, c'est-à-dire à la recherche de ces renseignements. Ce qui voudrait dire que le service doit impérativement protéger les gens. Et puis, qui ne sait pas que l'ANR a un hôpital d'attache à Bandal? Moi, j'ai connu le cas de deux détenus qui ont été, qui ont connu un problème de santé un peu extrême parce qu'il s'agissait d'une crise. L'un a suffoqué dans sa cellule. Il a fait une crise et on l'a amené à l'hôpital, à Bandal. Avec des agents, avec le PEM. Il a été traité par le frais de l'ANR. Ça veut dire que les services sont aujourd'hui humanisés. Non, mais moi je dis que c'est quand même humanisé parce que ce n'était pas des endroits où vous pouvez mourir à cause d'une condition... Vous êtes le seul à le dire, hein? Non, mais parce que les autres ne veulent pas dire la vérité. Vous avez déjà... Tout le monde ment. Non, mais vous avez déjà... Non, mais il faut... En fait, le problème, c'est que quand les gens disent la vérité, on vous colle l'étiquette du pouvoir. On le dit aussi facilement que ça. Il a été lavé. On l'a lavé son cerveau. Oui. Et des choses un peu comme ça. Vous donnez l'impression? Non, écoutez, c'est parce que les gens sont habitués à dire le mensonge. Et lorsqu'on dit le mensonge, ça devient la recette la plus facile et la plus comestible. Comment vous analysez le modus operandi de la CNS? Ouais. Comment vous trouvez leur méthodologie? On a l'impression que c'est vraiment de... C'est comme une police politique. Moi, je pense que ce qui est important à dire, c'est que dans une démocratie, c'est vrai, la démocratie accorde la liberté d'expression. Dans la démocratie, les citoyens ont toute une panoplie de droits à prévaloir. Mais la démocratie ne donne aucun visa à quelqu'un d'invectiver les institutions de la République, de discréditer les institutions de la République,
d'insulter les autorités établies, d'utiliser sa liberté au point d'en faire tout un libertinage. Nous sommes pendant une période de guerre. Et vous et moi, nous savons que la RDC est victime d'une agression rwandaise contre notre pays avec des conséquences collatérales énormes. La perte de vies humaines, les dégâts matériels et un pillage infini de nos ressources naturelles. Mais au nom de la démocratie, il y a un opposant qui dit, ben écoute, le Rwanda n'agresse pas le Congo. Vous serez d'accord avec ce genre de propos? Mais tout le monde n'est pas appelé à dire ça. Pourquoi vous voulez... Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que en fait, le pouvoir a une sorte de narratif qu'il veut imposer à tout le monde. Non, ça c'est... Nous devons tous dire que le Rwanda nous agresse. Mais non. Non, mais ça, ce n'est même pas une question... On n'a pas la même... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Ça, ce n'est même pas une question de narratif. Ça, c'est une réalité. Selon le pouvoir, justement. Non, ça, c'est une réalité. Le Rwanda tue le Congolais. Cholet ne dit pas ça. Enfin... Il n'a pas dit ça. Faudrait-il encore savoir si Cholet est un Congolais de qualité ou pas? Aujourd'hui, si on ne parle pas le même langage avec le pouvoir, on est ennemi, on est complice, on est rwandais. Non, le point de vue politique diverge. Mais il y a des questions sur lesquelles on ne peut même pas faire le débat dessus. Comme quoi? On tue. L'agression rwandaise contre le Congo ne peut pas faire l'objet d'un débat divergent, d'un débat de clivage, d'un débat de point de vue politique. Mais il y en a qui disent que tout le monde tue là-bas. Quand les Ouazalais nous tuent, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Alors, si les gens acceptent d'aller en marge de ce qui est normal, quoi de plus normal que les services de l'État essayent de redresser les gens, de ramener les gens vers le bon chemin. L'État, c'est aussi la répression. Vous savez, l'une des grandes missions fondamentales d'un État, c'est la mission gendarme, État policier. Imposer l'ordre. Faire respecter les textes de la République. Comme nous vivons les autorités établies. Mais un État sans la force, on n'est qu'un État. L'État, c'est d'abord la force, et la force de l'État se manifeste au travers les organes de l'État qui détiennent la contrainte publique. Très bien. On parle de dialogue. À l'époque, Félix Tshisekedi disait qu'il ne trouvait pas d'importance d'organiser un dialogue pendant que l'opposition, dans son ensemble, et l'opposition armée et l'opposition non armée demandaient le dialogue à Félix Tshisekedi. Mais lui, il disait qu'il ne peut pas dialoguer parce qu'il n'y a aucune matière pour le dialogue. Aujourd'hui, le même Félix Tshisekedi change. Il va dire devant le corps diplomatique qu'il est d'accord pour l'organisation d'un dialogue, mais il pose des conditions. Et ce sont des conditions qui, d'ailleurs, divisent déjà la classe politique. Moïse Katumbi s'est déjà prononcé, il a dit qu'il n'est pas partant, parce que selon Moïse Katumbi, le seul camp ne peut pas déterminer les règles du jeu. Félix Tshisekedi exclut ceux qui ont touché les armes. Pourtant, ce sont ceux-là qui ont des problèmes en main. Il exclut, il dit que le dialogue doit se faire au pays et à Kinshasa. Alors qu'il y en a qui sont exilés. Arrivés ici, vous allez les mettre en prison. Vous ne remarquez pas que, en quelque sorte, le chef de l'État est versatile et il change de déclaration à tout moment, comme on le dit. Non, en parlant de la versatilité du président de la République, moi je ne pense pas. Mais par contre, j'ai l'impression que le président de la République est incompris. Ah bon? Ou à la limite, il y a beaucoup de gens qui prennent le président de la République au premier degré. D'accord. Je vous donne un exemple, le plus simple. Lorsque le président de la République disait « je vais supprimer tout le cachot de l'ANR », c'est-à-dire pour le cerveau qui ne pouvait pas comprendre le discours du président de la République, pour eux, cela voudrait dire ANR sans cachot. Or, les esprits avertis, les cerveaux intelligents comprenaient que le président de la République parlait des cachots parallèles. Parce qu'il n'y a aucune, je veux dire, instance sécuritaire ou aucun service de renseignement qui existe sans cellule de détention.
Le problème pour le président Tshisekedi, il voulait supprimer les cachots parallèles, là où on mettait des jeunes gens, le mouvement de citoyens, des étudiants, etc., même dans certains conteneurs et maisons inachevées, ici à Kinshasa, supprimer tous ces cachots. Il y avait même certains dignitaires, certains politiques qui avaient des cachots privés à eux. Et pour Tshisekedi, il disait qu'il faut supprimer tous ces cachots. Mais cela ne voudrait pas dire que l'ANR ne doit pas avoir une cellule de détention. Ça, encore une fois, c'est une preuve de prendre le président de la République au premier degré où, au besoin, n'est pas comprendre les discours du président de la République. Le président Tshisekedi est, je pourrais peut-être le dire ainsi, l'un des acteurs politiques du pays qui, depuis le début de son mandat, n'a fait qu'évangéliser la parole de la paix, le message de la paix. Et pour la paix, le président Tshisekedi a accepté de quitter son extrémité politique pour faire beaucoup de concessions au nom de la paix. Comme quoi? Parce qu'en tant que président de la République, dans sa responsabilité des garants de bon fonctionnement des institutions de la République, dans sa responsabilité des symboles de l'unité nationale, le président de la République a le devoir de garantir tout processus qui nous amènerait vers la paix. Voilà pourquoi, au lieu de parler de la versatilité du président de la République, je préfère parler de la flexibilité du président de la République pour laisser place à la paix au bénéfice du peuple congolais, parce que le salut du peuple demeure la loi suprême. Mais il est plutôt flexible. Non, mais c'est même ça. C'est même ça, son attachement à cette valeur qu'on appelle la paix. Parce qu'au nom de la paix, il faudrait laisser le Congolais vivre la paix pour savourer le bonheur de leur pays. Mais après, le président reste intransigeant à un certain nombre de points. Il a été très clair lorsqu'il a planté les décors en ce qui concerne le format du dialogue et même, je dirais, le contenu du dialogue. Le président a posé des conditions. Dialogue, oui, mais un dialogue qui doit être conforme à la Constitution. Le président a raison ou pas? Il a raison. Dialogue, oui, mais un dialogue qui doit être organisé par les institutions de la République. Il n'a pas péché. Dialogue, oui, mais un dialogue qui ne doit pas être un prétexte pour dédouaner certains criminels qui ont tué nos populations, massacré nos populations et de surcroît piller nos ressources naturelles. Dialogue, oui, mais la justice doit suivre son cours normal. Parce que c'est que vous devez craindre. Au nom de ce critère de l'inclusivité que l'on veut à tout prix insérer dans ce dialogue, en réalité, l'on veut primer certains rebelles. Or, le dialogue n'est pas une prime. Pour la rébellion, on dialogue pourquoi alors? Non, ben, enfin, qui veut le dialogue? C'est les présidents ou c'est les opposants? Les opposants, justement. Alors, si les opposants veulent du dialogue, la question majeure, pourquoi doit-on dialoguer? Est-ce un dialogue pour des questions essentiellement sécuritaires ou on dialogue sur les questions de gouvernance, les questions politiques? Or, pour les questions de gouvernance, c'est-à-dire reprocher à M. Tshisekedi sur la mauvaise gestion, les détournements, le manque d'emploi, manque d'électricité. Ça nécessite un dialogue? Non, mais ça ne nécessite même pas un dialogue. Alors? Parce que la sanction politique pour un président qui porte le mandat d'un peuple, la sanction, elle est électorale. Ça veut dire qu'il faudrait attendre qu'on arrive en 2028. Tout à fait. Si le peuple n'est pas d'accord avec Tshisekedi, le peuple va sanctionner l'union sacrée en jetant le discrédit sur l'union sacrée pour voter un autre projet de société, une autre vision et un autre profil politique que celui de l'union sacrée de la nation. C'est cela la sanction politique. C'est un peu comme en France aujourd'hui. Il y a des opposants radicaux qui existent contre Emmanuel Macron. Vous prenez un opposant comme Marine Le Pen.
Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, ils sont nombreux. Est-ce pour assurer le départ de Macron? Il faut faire la rébellion? Il faut organiser un dialogue? Non. Pourquoi dialogue-t-on? C'est ça, effectivement. Parce que ceux qui veulent du dialogue, c'est simplement parce qu'ils considèrent le dialogue comme une bouée de sauvetage. Le dialogue, en réalité, pour certains, est une assurance aux vies politiques. Posez-vous la question. Si les dialogues n'existent pas, comment est-ce que quelqu'un comme Joseph Kabila peut rebondir sur la scène politique? Quelqu'un comme Matata, quelqu'un comme Corneille Nangaa. Matata, qu'est-ce que Matata fait? Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Oui, avec un procès politique purement. Non, les procès politiques n'existent pas. Tout procès est judiciaire parce que les sanctions sont rattachées au type d'infraction pénale commise par l'auteur de l'infraction. Mais il vous a dit que ce n'est pas sa juridiction. Malheureusement, nous n'avons que deux types de tribunaux.